L'opposition ivoirienne monte au créneau face à la situation sociopolitique très tendue en Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse animée ce mercredi 21 octobre 2020 à la maison du PDCI RDA, Pascal Afin-Guessan, porte-parole, assisté de tous les responsables politiques des plateformes de l'opposition, a dénoncé les actes de barbarie orchestrés par les miliciens du pouvoir RHDP unifié sur les populations au menu. Il a également fait le bilan de la désobéissance aux civils depuis son lancement et appelé les militants à rester mobilisés. Le candidat Pascal Afin-Guessan s'est par ailleurs prononcé sur la mission de la CEDEAO qu'il en croit est un échec. Écoutons les propos liminaires du candidat Pascal Afin-Guessan. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs les journalistes, camarades militantes, camarades militants, leaders des partis politiques, je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation à ces moments difficiles mais cruciaux pour notre pays et nos compatriotes. La Côte d'Ivoire est face à son destin. Le jeudi 15 octobre 2020, comme vous l'avez vécu, le président Henri Konan Bédié et moi-même avons animé un point de presse pour lancer la phase active du mot d'ordre de désobéissance civile, M. Alassane Ouattara étant sourd à nos appels au dialogue. Comme nous l'avons affirmé à cette époque, cette phase de désobéissance civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral, à empêcher l'affichage électoral, à empêcher les meetings de campagne, à empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs, à manifester dans les formes et par tous moyens légaux notre opposition au double coup d'État constitutionnel et électoral que M. Alassane Ouattara s'apprête à perpétrer. 6 jours après, il était indiqué de vous convier à cette conférence de presse afin de faire ensemble le bilan de l'évolution de la crise électorale en Côte d'Ivoire. Ainsi, nous passerons en revue l'évolution des événements sur le terrain et des initiatives de règlement de la crise engagées par la communauté internationale. 1. En ce qui concerne le déroulement du mot d'ordre de désobéissance civile, le mot d'ordre du 15 octobre 2020, qui a été renforcé par la conférence de presse du vendredi 16 octobre 2020, a redynamisé le processus de désobéissance civile sur l'ensemble du territoire national. Partout, les populations sont sorties massivement pour manifester leur opposition à ce double coup d'État constitutionnel et électoral. Ainsi, de nombreux axes routiers ont été obstrués pour empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral. À Dabou, Ouragayo, Daoukro, Bongwanou, Kotobi, Ara, Boaflé, Yakassa, Tobrou, Gagnoa, Djibéro, Aoumé, Benjerville, Saint-Fra, Bangolo, Grand Laou, Aïmblé-Kro, Bouna, Issia, Aboasso, Bonoa, Tankessé, Niablé, Prikro, Brobo, Botro, Diabo, Tumodi, Transua, Jacquesville, Agboville, Coupé à l'épée, Divo, Dieucoué, Grands Atri, Bédiala, Sikinsi, Soubré, Ferké et dans les communes d'Abidjan. Cette énumération pour vous donner une idée de l'ampleur des mouvements qui se déroulent sur le terrain. Dans toutes ces régions, la distribution des cartes d'électeurs a été perturbée, voire interrompue. Les sièges des commissions électorales locales ont été fermés. Dans 17 départements au moins, les autorités administratives ont dû délocaliser le stock de cartes d'électeurs dans les brigades de gendarmerie. Ainsi, la quasi-totalité des départements du pays sont désormais actifs dans la désobéissance civile avec des formes d'action diverses. Face au succès du mot d'ordre de désobéissance civile, Alassane Ouattara et son régime ont décidé de répondre par l'usage abusif, disproportionné, illégal et illégitime de la violence. Depuis 4 jours, de nombreuses localités du pays ont pris des allures de champs de bataille et parfois de champs de ruines. C'est le cas de Bonoa, de Bongwanou, de Dabou et d'Abidjan-Cocody.
Des milices du régime équipées de machettes et d'armes à feu, Kalachnikov et calibre 12, sont convoyées de manière méthodique et organisée dans des localités ciblées pour semer la mort et la désolation avec la complicité passive des forces de défense et de sécurité. À Bonois, nous en sommes à 4 morts depuis le début des manifestations. Les destructions de biens matériels, commerce et transport s'évaluent en centaines de millions de francs CFA. La ville de Bonois et toute la région du sud Komoué ressemblent à une zone de guerre. À Bongouanou, le samedi 17 octobre 2020, les miliciens du régime ont fait 3 morts et de nombreux blessés. L'Institut d'enseignement général technique appartenant au député maire FPI de la commune a été pillé et incendié. La maison du président du conseil régional que je suis a été incendiée. Plusieurs commerces appartenant à des militants et sympathisants de l'opposition ont été pillés ou incendiés, dont ceux de la ministre PDCIRDA Tiwa Mamari et du député maire FPI de la ville. À l'heure actuelle, toutes les voies d'accès aux régions du Moronou, de l'Indénié du Ablin, du Gontougo et de l'Ifou sont fermées à la circulation. Cela explique-t-il l'annulation du meeting de M. Alassane Ouattara à Bondoukou? À Dabou, les affrontements ont fait 3 morts et des dizaines de blessés à l'arme blanche et par balle. La résidence de M. Bensouk, proche collaborateur de M. Soro Diom, ancien maire et actuel député de Dabou, a été saccagée. De nombreux villages, dont le village de Passe, sont à l'heure actuelle assiégés par des miliciens. Une parente mariée dans ce village a vu sa ferme pillée et incendiée, sous le regard complice des forces de l'ordre. À Abidjan, plusieurs communes sont touchées par la désobéissance civile et les manifestations. À la Riviera de Anono, la circulation a été fortement perturbée toute la journée du lundi du 9 octobre 2020. Des miliciens déployés sur le campus de Cocody ont été vigoureusement repoussés par les étudiants. 2 d'entre eux ont été neutralisés et remis à la police, dont Bambou Gaoussou, connu comme chef de guerre de la zone Abidjan Sud pendant la crise de 2010-2011. Ce dernier appartiendrait à la milice du régime gérée par Téré Ibrahim Ouattara, dit Photocopie, le petit frère du chef de l'État. On a enregistré plusieurs blessés par balle à Niangon et à Djamé. À l'heure actuelle, nous pouvons dire que le pouvoir a décidé de blesser, de tuer et de détruire. Dans de nombreuses localités, le régime tente de provoquer des affrontements interethniques en dressant les communautés les unes contre les autres. Il prend le risque de déclencher une guerre entre les fils de ce pays qui n'aspirent qu'à vivre en paix et en harmonie. Il répond à notre combat légitime et pacifique par une répression éperdue, une fuite en avant de plus en plus meurtrière et de plus en plus solitaire. Notre pays est désormais sur le point de basculer, de sombrer, et il ne faut pas s'y tromper. Au-delà de nous, c'est toute la sous-région qui se trouverait fragilisée. À la suite du président Henri Konan Bédié, je voudrais lancer un appel au nom de la plateforme des partis politiques de l'opposition à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations Unies. Votre médiation est indispensable pour renouer le dialogue avec un pouvoir sourd aux appels à la raison, aveugle aux douleurs infligées à son peuple. Je demande instamment au nom de tous les partis politiques, membres de cette plateforme, que l'Organisation des Nations Unies soit résolument aux côtés du peuple ivoirien, afin d'arrêter au plus vite ce processus électoral mortifère, ce plan d'extermination d'Alassane Ouattara, afin d'instaurer le dialogue que nous réclamons pour mettre fin aux violences et aux morts. L'autre dimension de la crise ivoirienne, c'est la mission de diplomatie préventive de la CEDEAO. Ayant pris la mesure de la menace à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire et de toute la sous-région que constitue la tentative de coup d'État constitutionnel et électoral d'Alassane Ouattara, la CEDEAO, à la demande du président Henri Konan Bédié, a conduit du 17 au 19 octobre 2020 une mission de diplomatie préventive qui, selon le communiqué final de la mission, avait pour but de poursuivre les engagements avec les principales parties prenantes, et je cite le communiqué de la mission,
dans le processus électoral, notamment les candidats à l'élection présidentielle, afin d'assurer l'inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus et de maintenir la paix et la stabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle. La mission était conduite par la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, qui est à la fois président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Elle était accompagnée du général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. La mission a eu des rencontres avec les différents candidats. Elle a eu une séance de travail avec le président Henri Konan Bédié et moi-même, en tant que candidat, au cours de laquelle les revendications de l'opposition politique lui ont été réitérées. Je voudrais rappeler que ces revendications portent sur plusieurs points: la commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel qu'il faut réformer totalement, la candidature à un troisième mandat de M. Alassane Ouattara qu'il faut retirer, le rejet de plusieurs candidatures, au total 40 candidatures sur 44, sur des bases que nous contestons, parce que nous les considérons comme opaques et illégales, la réinscription sur la liste des candidats du président Laurent Gbagbo et du Premier ministre Soro Diom, afin que légitimement ils puissent participer à ce processus électoral. Et à ces revendications, lorsque nous avons donc rencontré cette mission, nous avons ajouté le report de l'élection présidentielle, quelle que soit l'issue qui serait réservée aux précédentes revendications. Même s'il y avait un accord sur l'ensemble de ces revendications, il fallait que l'élection soit reportée afin de garantir un scrutin équitable et apaisé. Nous avons eu cette rencontre avec la délégation le dimanche 18 octobre à la résidence du président Henri Konan Bédié. À l'issue de nos échanges, la mission a réaffirmé son mandat de facilitateur dans la crise ivoirienne et nous a assuré de porter nos revendications à la partie adverse et de nous informer en retour de la suite qui serait donnée. Et donc nous attendions une autre rencontre le lundi 19 octobre. C'est donc avec beaucoup de surprises que nous avons noté ce lundi 19 octobre 2020 que la délégation avait quitté le pays et produit un communiqué final qui se borne à noter, et je reprends les points de ce communiqué, à noter la persistance des points de divergence relatifs au processus électoral. C'est le point 7 du communiqué de la CEDEAO. À observer la méfiance persistante des candidats et acteurs politiques à entreprendre des initiatives de dialogue constructif. C'est le point 8. À exhorter les candidats à l'élection présidentielle ainsi que les partis politiques à faire des efforts afin de parvenir à un accord concernant les élections. C'est le point 9. Et à réitérer son appel à la CEI pour qu'elle poursuive ses réunions avec les différents candidats. C'est le point 10. À condamner les actes récents de violence et appeler toute partie à faire preuve de maximum de retenue. À exhorter les autorités compétentes à inviter les forces de sécurité à rester neutres et impartiales et professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions et à appeler tous les candidats à faire preuve de tolérance et à éviter des propos incendiaires et des discours haineux. Et ainsi donc, cette mission, contrairement à nos aspirations, à nos attentes, que la CEDEAO pourrait nous permettre d'avancer, cette mission a marqué une sorte d'impuissance face aux revendications de l'opposition et une sorte d'impuissance à amener le gouvernement, le chef de l'État et sa coalition politique à faire des concessions. On peut considérer donc que la mission a été sanctionnée par un échec et que le problème reste entier dans la mesure où la CEDEAO nous renvoie dos à dos et nous dit de nous débrouiller pour trouver une solution à notre crise. Je voudrais, au nom de la plateforme,
toutefois nous féliciter de cette médiation et remercier le président Akufo-Addo de la diligence avec laquelle il a répondu à la sollicitation du président Henri Konan Bédié et de son engagement en faveur d'une solution à la crise. Mais lui indiquer par la même occasion que la délégation qu'il a envoyée ici en Côte d'Ivoire n'a pas rempli la mission que lui-même et le peuple ivoirien attendaient d'elle. Nous notons donc l'échec de cette mission et nous déplorons l'attitude de la chef de mission qui n'a pas osé nous rencontrer comme elle l'avait promis pour nous porter la réponse du gouvernement relativement aux revendications qu'elle était censée porter à la partie adverse. Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture à la négociation et à la facilitation internationale. Et nous voulons réaffirmer que nous ne serons ouverts à ces négociations que dans un cadre de facilitation internationale. Parce que je dois ajouter qu'avant de quitter la Côte d'Ivoire, Madame la ministre a dépêché des émissaires pour nous signifier que le gouvernement était ouvert, que si nous étions invités à un dialogue, et elle nous demandait d'y répondre favorablement. Nous avons répondu aux émissaires que nous étions ouverts au dialogue, mais dans le respect de la facilitation internationale. L'invitation qui a été adressée aux partis politiques et aux candidats, que vous avez certainement noté dans la presse, pour une rencontre ce matin, rencontre qui a été reportée à cet après-midi, ne nous concernerait que si cette invitation s'inscrit dans le cadre de la facilitation internationale et si elle est convoquée, elle est adressée par la CEDEAO ou toute autre organisation internationale sous l'égide des Nations Unies. C'est donc dire que l'opposition politique et les candidats Henri Konan Bédié et Affi N'Guessan ne sauraient participer à une rencontre sous la présidence d'un quelconque membre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous voudrions rappeler au président Akufo-Addo que nous sommes toujours ouverts et lui demander de prendre toutes les dispositions pour qu'une mission véritablement engagée en faveur de la résolution de la crise ivoirienne nous soit adressée dans le cadre de la CEDEAO ou dans le cadre de l'Union africaine. Le président Henri Konan Bédié a déjà saisi le secrétaire général des Nations Unies. Nous savons que tout ce qui est fait au niveau régional est suivi par les Nations Unies. Nous voudrions demander au secrétaire général de peser de tout son poids afin que les organisations régionales qui sont chargées en premier ressort de mener les médiations soient des organisations performantes, efficaces, qui permettent à la communauté internationale de trouver avec les acteurs politiques ivoiriens une solution rapide à cette crise qui a déjà causé de graves dommages à la cohésion sociale et au peuple de Côte d'Ivoire. Ceci dit, je voudrais adresser au nom des partis politiques et du président Henri Konan Bédié nos condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont eu à subir les atrocités que j'ai dénoncées tout à l'heure et qui ont connu des morts au cours de cette courte période. Notre compassion à toutes les familles endeuillées, nos sentiments de prompt rétablissement à tous les blessés, notre solidarité à tous nos militants qui ont été arrêtés au cours de ces derniers jours, qu'ils soient assurés que nous sommes en action pour faire en sorte qu'ils recouvrent le plus rapidement possible la liberté. Je voudrais lancer au nom de la plateforme un appel solennel à nos militants de rester mobilisés, de rester déterminés, de rester actifs dans la désobéissance civile parce que la désobéissance civile continue. Elle doit s'intensifier de façon pacifique, de manière à contraindre M. Alassane Ouattara à mettre fin au coup d'État constitutionnel et électoral qu'il s'apprête à perpétrer. La seconde phase de cette conférence de presse a été consacrée aux échanges avec les journalistes. Les différents points abordés ont tourné autour de l'impact économique des actes de la désobéissance civile sur la vie des populations,
les moyens dont dispose l'opposition pour faire reculer Alassane Ouattara et la candidature de Kouadio Konan Bertin dit KKB. Sans faux fuyant, Pascal Afin-Guessan a répondu aux attentes de la presse. Depuis que M. Alassane Ouattara a déclaré qu'il se portait candidat à un troisième mandat, on peut évaluer déjà à plus de 50 morts dans le pays. C'est un lourd sacrifice que ces Ivoiriens-là consentent à la lutte pour la démocratie, à la lutte pour l'état de droit et à la lutte pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous aurons encore à faire des sacrifices. Nous en avons déjà fait avant cette phase de la lutte, parce que vous vous rappelez bien les événements de 2010-2011, vous vous rappelez aussi les événements de 2002. Je pourrais même dire que depuis 30 ans, la Côte d'Ivoire est en lutte pour progresser vers la démocratie, pour progresser vers l'état de droit, pour progresser vers l'unité nationale, parce que ce sont des fondamentaux de la prospérité. C'est pourquoi les Ivoiriens luttent, parce qu'ils savent que l'avenir du pays se trouve dans cette voie, passe par des sacrifices, comme ceux mêmes qui nous ont apporté l'indépendance l'ont fait, depuis la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Donc, c'est cette bataille, ce combat pour la construction nationale, c'est elle qui nous engage. Ce combat qui nous engage. Donc, nous sommes prêts à faire les sacrifices et l'histoire sera rendre hommage à toutes les familles qui payent un lourd tribut à cette lutte. Et donc, nous allons continuer et les populations du Moronou, de Bongouanou, ne doivent pas faire exception à cette bataille. Elles doivent prendre leur part dans cette lutte, comme toutes les autres régions sont engagées dans la lutte. Et donc la question économique, elle se résoudra dans les fruits de la prospérité qui sera construite à partir de la victoire de la démocratie, à partir de la victoire de la bonne gouvernance. Et si nos parents sont attaqués sur l'ensemble du territoire, ils sont en situation de légitime défense. Que ce soit à Bongouanou, ou à Bonoua, ou à Dabou, ou même à Mangolo, tout citoyen qui sera attaqué par un milicien doit savoir qu'il est en situation de légitime défense et qu'il doit se défendre. Il ne doit pas se laisser égorger, tuer impunément. Nous savons, à partir du moment où le régime est sorti de la légalité et qu'il instrumentalise des miliciens, et les images sont là, nous avons même prévu de vous montrer ces images. Les images des miliciens au campus de Cocody, comme je l'ai indiqué, qui ont été arrêtés par les étudiants et qui ont été clairement identifiés. Les images des miliciens qui sévissent à Dabou, et on les a vus, avec même le commentaire d'un jeune, certains à moto, d'autres en voiture, qui descendent et qui commencent à taillader nos militants aux mains nues. On les a vus. Les images des miliciens à Bongouanou, parce qu'à Bongouanou, ce sont eux, armés de Kalash, qui ont tiré, et nous avions les informations. Ceux qui ont incendié mon domicile, j'en étais informé dans la nuit. On m'avait donné le message et j'avais transmis le message à nos camarades sur le terrain pour protéger la résidence. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. Les miliciens étaient passés avant. Et j'avais même demandé à la police et à la gendarmerie de la ville de ne même pas sortir, de ne pas se mêler à ce qu'ils étaient venus faire. Donc le commissariat de police de Bongouanou, la brigade de gendarmerie n'est pas du tout impliquée. Ils sont restés dans leur camp et ce sont les miliciens qui ont opéré toute la journée et qui ont causé les dommages dont je viens de parler. Donc, face à cette barbarie, le peuple a droit à la résistance et le peuple doit se donner les moyens de résister. Quels moyens pour contrer Alassane Ouattara qui est en campagne? Mais la désobéissance civile, ça vise tout cela. Voilà. Et comme je vous l'ai indiqué, elle s'étend. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, la désobéissance civile a disqualifié le processus électoral en cours. La désobéissance civile a rendu caduc tout ce qui est en train de se faire.
déjà avec les résultats, sans attendre même le 31 octobre. Les résultats que nous avons obtenus montrent bien que nous ne sommes plus dans un processus électoral, montrent bien qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous le voyez, en dehors de quelques images, quelques photos à travers la ville, est-ce que vous vivez à Abidjan une ambiance de campagne électorale? Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas d'élection. La réalité, c'est ça, il n'y a pas d'élection. Même le candidat qui a osé braver la volonté générale d'empêcher le coup d'État n'ose même pas se promener, n'ose même pas circuler avec ses propres photos sur ses véhicules de campagne. C'est donc dire que même se promener dans des t-shirts aux couleurs d'Alassane Ouattara ou de Kakabé, pour le moment, personnellement, je circule à Abidjan, je n'en ai pas encore rencontré. C'est tout dire et nous allons continuer parce que pour le moment, nous n'avons pas encore obtenu le dialogue que nous recherchons. Nous n'avons pas encore obtenu la satisfaction de nos revendications. La lutte continue et je voudrais inviter solennellement nos militants sur le terrain, nos responsables politiques sur le terrain à intensifier pacifiquement la désobéissance civile pour que nous obtenions gain de cause avant le 31 octobre. Donc Ouattara minimise notre mot d'ordre et pense qu'il peut se proclamer président le 31 octobre, même s'il y a un seul bureau de vote qui est ouvert. La proclamation n'engage que lui. Parce que c'est comme si vous-même, vous allez vous mettre au carrefour de l'Indénié et puis vous criez « Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire ». Ça n'engage que vous. Si les Ivoiriens vous applaudissent et vous portent jusqu'au palais, en ce moment, vous allez constater que vous êtes effectivement le président. Mais si les gens commencent à vous huer, or, c'est ce qui va arriver à M. Alassane Ouattara si d'aventure le 31 octobre, il ose proclamer qu'il a été élu à l'issue d'une élection. Ce ne sera pas seulement des huées qu'il le recevra, mais toute la force de la reprobation générale, de notre mobilisation pour faire en sorte qu'un président légitime puisse être élu à l'issue d'un scrutin transparent. Parce que pour nous, si rien ne change, l'après 31 octobre sera de la même teneur, de la même tonalité que l'avant 31 octobre. Je dirais même qu'après le 31 octobre, s'il n'y a pas d'élection, les Ivoiriens doivent se donner un gouvernement de transition pour organiser un processus de réconciliation nationale. Parce que nous ne pouvons pas laisser le pays sans gouvernement. Nous ne pouvons pas laisser le pays sans gouvernement. Et si ceux qui sont en place, si leur mandat est terminé, il faut bien qu'il y ait un gouvernement pour gérer transitoirement le pays en attendant que les Ivoiriens, de façon souveraine, se donnent un nouveau chef d'État. Et M. Ouattara et le RHDP doivent le savoir. C'est pour éviter cela que nous appelons au dialogue. Un dialogue équilibré. Un dialogue équitable. Parce que maintenant, là, il n'y a plus de Premier ministre ou de président de la République. Il y a les candidats du RHDP face aux candidats de l'opposition. Nous sommes sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi nous récusons toute convocation faite par un membre du gouvernement. Parce qu'on ne comprendrait pas qu'ils soient à la fois juges et partis. Ils n'ont aucune qualité d'arbitrer un débat entre nous et eux. Ce n'est pas comme ça que se passe un débat équitable. Ce n'est pas comme ça qu'on règle un problème. Le problème se pose entre eux et nous. Il faut une tierce personne pour la médiation, pour la facilitation, afin qu'on trouve des compromis qui permettent à la Côte d'Ivoire de progresser vers la paix et la stabilité. En ce qui concerne nos parents du Nord, que M. Ouattara veut instrumentaliser, je voudrais leur dire que le combat que nous menons est un combat national. Il n'est dirigé contre aucune personne ni aucune communauté. Ce n'est pas un combat contre un individu ou contre une communauté. C'est un combat contre des antivaleurs. C'est un combat pour promouvoir des principes démocratiques, des valeurs de paix, d'unité nationale,
de fraternité en Côte d'Ivoire. Toute chose que M. Ouattara est incapable d'offrir à ce pays qui en a tant besoin. Donc ce combat intéresse tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que la démocratie est une valeur dont nous avons tous besoin. La paix et la fraternité sont des valeurs dont nous avons tous besoin. Ce n'est pas seulement une valeur pour le PDCI, pour le FPI, pour l'EDS ou quelque parti que ce soit. Ce n'est pas une valeur pour les gens du nord, du sud, de l'est, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que certains de nos compatriotes accompagnent Ouattara dans sa folie meurtrière. De la même façon que plusieurs leaders du RHDP ont compris le danger que représente M. Ouattara et ont décidé de l'abandonner au nom de la paix. Il faut que ceux qui restent et qui sont encore accrochés à lui comprennent qu'ils ne servent pas la cause de la Côte d'Ivoire en accompagnant M. Ouattara dans le projet funeste dans lequel il est engagé et qu'il sache s'arrêter au nom de l'intérêt national et au nom de l'histoire, parce que l'histoire nous jugera tous. Quand Ouattara s'est engagé dans cette folie, de quel côté étiez-vous? Les uns et les autres, nous connaissons tous l'histoire des dictateurs. Nous connaissons l'histoire des fascistes. Nous savons comment ils ont fini et comment ceux qui se sont entêtés, qui se sont obstinés à les accompagner dans leur œuvre, comment ils ont été traités par l'histoire. Je souhaite que les cadres qui sont actuellement autour de M. Ouattara réfléchissent, soupèsent les choses, regardent les dommages que l'entêtement de M. Ouattara cause à la Côte d'Ivoire. Les morts à Bonois, à Daoukro, à Boisseau, à Dabou, à Bongouanou, qui ne restent pas insensibles à tout ça. Parce que ce sont des Ivoiriens qui meurent. Qu'ils soient sensibles à tous ces jeunes qui sont sur les barricades, parce qu'ils veulent que la Côte d'Ivoire change. Qu'ils ne minimisent pas cela. Qu'ils ne méprisent pas cela. Qu'ils soient sensibles à ces cris de cœur et qu'ils prennent la décision que la Côte d'Ivoire attend d'eux. Cela est valable pour Kakabé, qui s'entête dans cette candidature. Il doit savoir que les Ivoiriens le regardent. Il doit savoir qu'il prend un risque énorme vis-à-vis de l'avenir. Il est encore jeune, il a tout son avenir devant lui. Il faut qu'il sache le préserver, cet avenir-là. Et donc, c'est pourquoi nos parents du Nord sont aussi interpellés. C'est vrai que la situation n'est certainement pas facile pour eux, compte tenu du contexte. Mais je sais qu'ils se battent, qu'ils nourrissent les mêmes ambitions que nous, qu'ils sont dans la bataille. Moralement, ils sont dans la bataille avec nous. À Odiéné, il y a eu des manifestations quand Ouattara s'est rendu en campagne dans cette ville. À Ferké, il y a des manifestations. Dans certains villages, les cartes d'électeurs ont été confisquées. Donc ça veut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce combat-là est partagé. Il est compris, il est accepté et il est partagé. Donc je ne doute pas que les choses évoluent au nord aussi. Et nous allons tout faire pour que ce soit toute la Côte d'Ivoire qui se mobilise dans ce combat. Est-ce que les Ivoiriens ont compris ce que signifie désobéissance civile? Je crois que vous évoquez les morts, les casses pour vous poser cette question. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi M. Ouattara instrumentalise les milices pour agresser, pour attaquer des manifestants pacifiques aux mains nues. C'est ça la bonne question. Parce que nos manifestants, nos militants n'ont jamais posé d'acte contre qui que ce soit. Ils dressent des barricades pour empêcher la circulation des convois qui transportent le matériel électoral. Et ce sont sur leurs barricades qu'on vient les agresser. Les étudiants
qui manifestaient pour des raisons corporatistes étaient dans leur campus. Et c'est dans leur campus qu'on est allé les attaquer. Ils n'ont pas été au siège du RHDP, ni au palais présidentiel, ni à la primature. Alors on aurait compris qu'ils font de la provocation, ou même qu'ils n'ont pas compris le mot d'ordre de désobéissance civile. Mais ils sont chez eux. C'est la même chose à Passe. Les gens sont dans leur village. Et des gens qui partent d'Abidjan en voiture, à moto, vont jusqu'à Dabou, dépassent Dabou, vont dans les villages pour agresser les uns et les autres. Parce que le pouvoir veut s'aimer la mort pour dissuader les Ivoiriens de manifester, de contester le régime. C'est ça la dictature. Mais nous ne céderons pas à la dictature. Parce qu'il faut bien qu'un jour ou l'autre, la Côte d'Ivoire sorte de la dictature. Et nous considérons que le moment est venu de mener cette bataille et de la gagner pour que la paix et la démocratie s'instaurent définitivement dans notre pays. Le candidat Pascal Affi-N'Guessan s'est également prononcé sur le cas des forces de l'ordre qui se rendent complices des agissements des miliciens et n'en sont manqués de lancer des pics à Ouattara. Ce qu'on note, et le cas de Dabou a été flagrant, c'est qu'il y a des éléments au sein de la police et de la gendarmerie qui accompagnent les miliciens. Parfois leur ouvrent le chemin. Parce que les villages de Dabou qui ont été attaqués ont pu l'être parce que la police et la gendarmerie sont venus demander aux jeunes de lever les barrages qui sont là pour assurer leur sécurité. Et quand les barrages ont été levés, les miliciens se sont engouffrés pour aller agresser les populations dans les villages. Donc il y a des éléments au sein de la police et de la gendarmerie qui sont aussi à la base de tout ce qui s'est passé. On peut même penser que des miliciens sont habillés en policiers ou en gendarmes pour pouvoir sévir impunément, pouvoir sévir sans que les populations puissent les identifier. Vous évoquez donc les propos du chef de l'État, du candidat Alassane Ouattara, par rapport à la situation financière de l'opposition. Voilà. Mais je crois que ce sont des propos même qui sont dignes d'un chef d'État candidat, même s'il est candidat. Ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on doit s'avilir, voilà, qu'on doit tenir des propos indignes. Surtout lorsqu'on envisage de briguer encore un autre mandat, de se voir reconduit à la tête de l'État, il faut rester à la hauteur de ce que les Ivoiriens attendent d'un chef d'État. Beaucoup de dignité, de décence dans les propos, de dignité dans l'attitude. Donc ce sont des propos qui montrent bien que nous sommes fondés à mener ce combat, parce que nous menons aussi ce combat pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir un président digne de son rang. Un président digne de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire se prend au sérieux. La Côte d'Ivoire se considère comme une grande nation en Afrique et dans le monde. Et elle ne peut pas se permettre d'avoir à la tête un chef d'État qui a un comportement qui ne correspond pas du tout à ce que les Ivoiriens attendent d'un chef d'État. Qui jette même, je dirais, la honte. Voilà. Mais en dehors de même de ses propos sur l'indigence financière des Ivoiriens, personnellement, j'ai été honteux dans cette vidéo où on le voit en train de marteler un coup KO, un coup KO, un coup KO, un coup KO. J'étais malheureux. J'étais malheureux. C'est dire qu'on n'est pas au même niveau aujourd'hui. Il y a un combat pour la qualité aussi du personnel politique en Côte d'Ivoire. Relativement à la candidature du président Aimé-Henri Konan Bédié et celle du président Pascal Affi-N'Guessan, les deux hommes maintiennent leur candidature. C'est pourquoi ils exigent des conditions d'une élection présidentielle inclusive, crédible et transparente. Mais il y en a qui souhaiteraient qu'on dise qu'on n'est pas candidat pour disqualifier notre combat. Parce que si on n'est pas candidat, pourquoi on se bat pour des élections justes et transparentes? Il faut être candidat pour se battre pour les élections. Même si en tant que citoyens, nous avons le droit de nous battre pour des conditions. Mais nous sommes, jusqu'à preuve de contraire, candidats. Et le combat que nous menons, c'est pour qu'il y ait
un processus électoral inclusif, un processus électoral conforme aux aspirations de tous les candidats, qui convient à tous les candidats. C'est ça qui est le sens de notre combat. Donc nous sommes candidats. Et nous souhaitons même que le nombre de candidats s'améliore. Parce que ceux dont la candidature a été rejetée, ceux-là, il y a de grands talents politiques, de hauts cadres de ce pays, qui ont des expériences multiformes, qui ont quelque chose à apporter au débat démocratique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qui peut permettre aux Ivoiriens de voir la richesse des projets politiques, de voir les différentes possibilités de conduire la prospérité de ce pays et de pouvoir avoir une palette de choix. Parce que quand vous choisissez entre 4 produits, votre choix n'est pas aussi libre, aussi étendu que si vous choisissez entre 10 produits. Donc nous sommes candidats et nous souhaitons que tous les autres candidats qui ont été recalés, la chance leur soit offerte de pouvoir eux aussi participer et contribuer au débat démocratique dans notre pays et donc à la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. Quand un régime utilise des milices, ça veut dire que toutes les violences qu'on observe sur le terrain sont l'œuvre de ce régime-là, sont la responsabilité de ce régime. Est-ce que nous avons le sentiment d'avoir été écoutés par la CEDEAO ou bernés? Non, je crois que la CEDEAO a bien compris. La CEDEAO a bien compris le problème qui se pose. La CEDEAO a bien compris la légitimité de nos revendications. Et leur propre communiqué l'atteste. Mais il ne suffit pas de bien comprendre pour être utile à la résolution d'une crise. Il faut un minimum de courage politique pour dire la vérité là où elle se trouve, pour amener celui qui doit faire des concessions, l'amener à faire des concessions. Mais la CEDEAO ne peut pas ignorer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples qui dit clairement dans un arrêt qui est une décision de justice qui s'impose à la Côte d'Ivoire que les institutions chargées des élections ne sont pas crédibles, ne sont pas transparentes, ne répondent pas aux normes internationales et qu'il faut que ces institutions changent avant les élections. C'est ce qui est clairement dit. Ça n'a pas encore changé. Donc la CEDEAO ne peut pas dire autre chose. Ce que nous demandons à la CEDEAO, c'est d'avoir davantage de courage. De ne pas s'inscrire dans des calculs. De ne pas se laisser instrumentaliser par la dictature ivoirienne. Parce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est signataire de la charte de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire compte sur la CEDEAO. La CEDEAO a une responsabilité. Nous voulons qu'elle assume cette responsabilité de façon effective et qu'elle contribue à faire en sorte que Ouattara recule et renonce à sa volonté de coup d'État. Quant aux actions au niveau du Grand Abidjan, le conférencier fait des précisions. Prenez patience, on est tous à Abidjan, donc on n'a pas besoin d'être pressé. Une lutte a sa stratégie et nous savons à quel moment Abidjan va bouger. Et nous savons que quand Abidjan va bouger, le fruit va tomber. Et dire une fois à nos militants qu'ils doivent rester mobilisés dans la désobéissance civile, que la lutte continue jusqu'à la victoire finale.